il va falloir avoir du courage. Je pense que nous sommes vraiment dans une des phases les plus intéressantes de cette consolidation, c'est certain. Et oui, il va falloir avoir du courage dans les jours qui arrivent ou semaines qui arrivent. Il y a une incertitude qui est toujours bien présente sur les crypto-monnaies, les volumes sont absents, mais nous sommes à quelques bougies près dans une situation que nous avons déjà vécue. Alors, si ça ressemble au graphique, si c'est à peu près la même chose émotionnellement, à ce moment-là, ça veut dire que on l'a déjà plus ou moins vécu, donc on est plus ou moins préparé à ce qui risque de se passer, et c'est un petit peu le sujet de cette vidéo. Bonjour, c'est Cryptoïd, je suis entrepreneur, investisseur et trader crypto, et je vais vous expliquer tout ça, mais juste avant, on va passer en revue la partie news, dans lequel on va revenir sur cette partie d'incertitude. Et ce qui est intéressant, c'est ici ce qui se passe avec Ripple. Ripple, je rappelle que c'est une blockchain qui existe déjà depuis très très longtemps, et XRP qui est la crypto de cet organisme. Et ce qui est intéressant derrière, c'est que c'est grâce à Ripple et XRP que nous avons eu principalement un jugement qui a été très fort, qui a été effectué il y a déjà quelques années, quelques mois, qui a été effectué par le juge Torres, qui a déterminé que XRP n'était pas, dans certaines conditions, une securities. Et ça, c'était très important pour le cadre de la réglementation aux USA, c'est ce qui a permis d'avancer très très rapidement par la suite, notamment avec la validation des différents ETF, et c'est le point d'appui de tous les avocats maintenant crypto, clairement. Le problème, c'est que ça n'a pas tant d'impact que ça. En effet, même si on a eu un jugement qui a acté qu'une crypto-monnaie comme XRP n'est pas une securities, on devrait être capable de déterminer que toutes les autres crypto-monnaies qui ressemblent à XRP ne sont pas des securities. Le problème, c'est que ce n'est pas le cas, et ce n'est même pas le cas avec XRP en elle-même, parce que XRP se fait attaquer en Californie pour la même chose, à peu de choses près, que le procès identique. Alors c'est quand même différent, parce que globalement, on se base sur une allégation qui a été faite en public sur le fait de détenir du XRP, et donc on se pose la question, est-ce que oui ou non c'est une securities dessus. Donc, on a quand même toujours une forme d'incertitude très forte au niveau de la réglementation autour de la crypto. Ce n'est pas terminé, il va falloir peut-être plus de jugements, et surtout avoir des jugements plus concrets que ça, pour que derrière, il n'y ait plus d'incertitude, d'avoir des attaques derrière. Après, encore une fois, ici, nous sommes dans un procès qui est différent, parce que c'est ici une intervention qui a été effectuée à la télé, qui a été reprise en tweet, qui est mise à mal, et l'intervention d'elle-même, que ce soit securities ou non, en effet, ça peut être dérivé sur le fait de vouloir vendre un produit qui ne devrait pas être vendu. Est-ce que oui ou non XRP rentre dans cette catégorie, securities ou non, ça c'est encore une autre discussion. Néanmoins, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a une amélioration. Et c'est là où c'est intéressant, c'est qu'on a un double discours. On a d'un côté une amélioration liée principalement à l'administration Biden, mais à côté, on a quand même des procès qui se lancent à droite et gauche, comme on a pu le voir avec, juste tout à l'heure, avec XRP. Donc oui, ici on a le Kraken de CEO qui nous explique que bon, ça se passe plutôt bien. On a même Ripley qui explique que tout simplement, le passage de FIT 21, qui est la loi qui a été votée, et très bien votée d'ailleurs, sur la réglementation autour des cryptos, et qu'à partir du moment où si la crypto peut prouver qu'elle est suffisamment décentralisée, elle n'est plus une securities, elle a été votée, et il ne s'attendait pas, personne ne s'attendait à ce que ça passe aussi facilement au vote, et c'est vrai que ça c'est plutôt positif. Mais ce n'est pas suffisant, encore une fois. On a des pas en avant, mais aussi on a des pas en arrière, c'est le même principe, on avance de 3 pas, et on recule de 2 pas. Et c'est cette sensation-là qui rend l'incertitude vraiment très forte. Et très forte aussi autour d'Ethereum, parce que Ethereum, le TF Spot Ethereum va bientôt être lancé réellement et valable à l'échange, dans lequel on verra assez rapidement si on va avoir des inflows et des outflows. Ça n'empêche que ça ne détermine pas que Ethereum n'est pas une securities. Et ça, c'est important. Actuellement, il n'y a rien qui note ça. C'est pas pour rien que hier dans la quotidienne, j'ai bien précisé que Consensus continue toujours à attaquer la SEC pour avoir un acte prouvé que oui, Ethereum est une commodities et ne sera pas une securities. Sinon, il y a toujours ce risque d'avoir une attaque de la SEC en disant que Ethereum est une securities et pouvoir attaquer toute l'industrie. Et là, le but, c'est de montrer que un procès n'est pas suffisant, il faut une multitude de procès, et pour avoir ces jugements, il faut avoir des procès. Et justement, il faut arriver soit à avoir une réglementation qui est suffisamment claire, dans lequel on n'a plus aucun risque, soit derrière, avoir suffisamment de procès pour se dire que le nombre de jurisprudences détermine que oui,
il y a quasiment plus de risque à avoir des cryptos qui sont déterminés comme des securities, ou en tout cas un cadre légal qui est défini par des jurisprudences, et c'est ce qu'on essaie de faire actuellement sur toute l'industrie, et c'est pour ça que ça prend un petit peu de temps, et c'est pour ça qu'on a toujours cette phase d'incertitude. Je voulais terminer ces nouvelles par revenir sur ce qui s'est passé autour du DJT token, donc qui est un meme coin, et pour vous montrer à quel point il faut faire attention, à quel point il faut faire vraiment très très attention sur ce type de choses-là. Ici, je vous en ai parlé déjà hier sur le fait que tout le monde cherchait qui était le créateur de DJT token, parce qu'il y avait toute une rumeur qui était très bien construite sur le fait que c'était quelqu'un de la famille de Trump qui avait lancé ce token-là, et forcément, suite à ces rumeurs, il y a eu une hyper-valorisation, une hyper-spéculation autour de ça. Sauf que notre ami Zach XBT, qui est un enquêteur spécialisé, a trouvé qui était la personne qui avait créé ce token. Bon, bah c'est très très loin de la famille de Trump, c'est ici quelqu'un qui se fait appeler Shkreli, en l'occurrence, et surtout que c'est quelqu'un qui a déjà commis de la fraude et qui est sorti de prison en 2022, et qui a monté en fait tout simplement une fausse image autour de ce token-là, pour pouvoir pousser le fait qu'il y ait une forme de spéculation très très forte, et que à côté, il n'y a jamais eu les Trump qui ont été de près ou de loin liés à ça. Ça a été que de la rumeur, qui a été poussée par quelqu'un qui a lancé le token, donc globalement il a menti tout du long pour pouvoir avoir une forme de spéculation extrême sur les législations et sur le fait que Trump se positionne autour de la crypto. Et encore une fois, il faut vraiment faire très attention aux informations que l'on a, aux recherches que l'on a. À chaque fois, si on voit quelque chose, on doit systématiquement aller le vérifier. Et ça, c'est valable, même sur les informations que je vous donne. N'hésitez pas à prendre le temps d'aller vérifier et à faire vos propres recherches. C'est très important parce que, un, ça vous permet de développer un esprit critique autour de la crypto, et deux, c'est quelque chose qui va vous aider à comprendre de mieux en mieux l'écosystème, et c'est très important, surtout quand on est sur des cryptos de ce style-là, et c'est pour ça que je trouvais intéressant de pouvoir faire un petit point. Et si vous aimez bien mon contenu, n'oubliez pas, likez, partagez, abonnez-vous, ça me soutient, et ça soutient vraiment le travail que j'effectue. Et on va passer sur la macro, dans lequel on a eu des chiffres qui étaient pas extra, on va pas se le cacher, avec l'indice manufacturier de la Fed, qui est à 1,3 sur le 4,8 attendu. Je rappelle que l'indice manufacturier est très important parce que ça permet de déterminer à quel point on est en confiance dans l'économie. On voit qu'il y a une baisse forte de la confiance présente en juin, et il va falloir surveiller ça, à savoir qu'on a aussi le chômage qui est un petit peu plus haut que prévu. Encore une fois, deux indicateurs qui montrent que l'économie américaine est quand même compliqué, même si on a à côté quelque chose qui pousse vraiment très fort, hein, même si on a eu une respiration. Le Nasdaq a eu une grosse accélération, et c'est quelque chose qui est plutôt classique, d'accord? Parce que on a l'intelligence artificielle qui pousse. Quand je dis classique, c'est classique depuis fin 2022 avec le lancement de ChatGPT, dans lequel l'intelligence artificielle a pris le pas sur globalement une grosse partie de la valorisation autour du Nasdaq et du S&P 500. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on commence à avoir une dilatation entre ceux qui sont vraiment au top avec l'intelligence artificielle et le reste de l'économie. Le reste de l'économie se trouve dans la partie indice manufacturier, et on voit qu'on a bien ici une peur qui se met en place, malgré le fait qu'on ait une accélération haussière au niveau du Nasdaq, et la chute ici du Nasdaq, moins 2%, alors assez faible, on va pas se le cacher, ça reste quand même important pour le marché traditionnel. Pour ceux qui font de la crypto, c'est rien, mais ça empêche que ça fait une pression baissière sur le BTC. C'est un petit peu ce que nous avons vu ici hier, dans lequel on a eu une phase où on est allé récupérer une partie de la liquidité, jouer un retest, puis ensuite on est en train ici de consolider sur la partie basse. On va pas se leurrer, oui nous sommes dans un milieu de range, mais même en étant dans ce milieu de range qu'on positionne ici, ça n'empêche que on voit qu'on a une période qui est quand même relativement compliquée. On a une faiblesse au niveau du cours, on a assez peu de personnes qui sont en train de le défendre, on a une pression baissière qui est relativement conséquente, hein, conséquente qu'on retrouve ici notamment hier sur les Zotflow, qui a eu 2100 BTC qui sont sortis, ce qui est relativement conséquent. Ça, c'est le nombre de BTC qui sortent directement des ETF spot Bitcoin. On voit qu'ici on a GBTC, donc forcément Grayscale Capital, on a iBit, on a FBTC, donc qui est celui de Fidelity, et ainsi de suite. On a tous les ETF, et on voit qu'on a en effet une sortie qui a été conséquente hier, principalement, je pense aussi à la mise en place de ce qui est en train de se passer sur le Nasdaq. Donc forcément, il y a une partie des liquidités qui sortent
pour le déclenchement de la couverture, ce qui est en même temps tout à fait normal. Et donc là, on est en train plutôt de perdre ce support qui était très important. Et je pense que la journée de cette clôture weekly va être vraiment très importante. Vendredi, journée qui est toujours un petit peu compliquée en ce moment au niveau des cryptos, dans lequel on a toujours une clôture de la semaine qui est assez agressive. Donc ce qu'on va attendre, ça va être l'ouverture du marché américain. On a encore pas mal de nouvelles qui arrivent sur la macroéconomie. Et je pense que là, on aura un signal très fort, savoir ce qui va se passer. Ici, si jamais on casse ce niveau-là, je pense qu'on va aller chercher les niveaux qu'on avait statués la dernière fois, hein, forcément, ça veut dire qu'on va aller chercher beaucoup plus bas, on va aller chercher potentiellement les 60 dans un premier temps, et on ira chercher les 60, ce qui est en même temps tout à fait logique. Si on prend un petit peu de recul sur ce range, on irait retester ces 60 000 ici. Donc c'est-à-dire qu'on aurait bien cette première phase d'accélération, retracement, on note le point bas, deuxième phase d'accélération pour noter, et ensuite on va retravailler cette partie des 60-59. Globalement, pourquoi je vous dis qu'on a déjà vécu ça? Pourquoi émotionnellement, graphiquement, on a déjà vécu ce qu'on est en train de vivre maintenant? Et pourquoi il va falloir être courageux? C'est tout simplement quand on arrivera dans cette partie-là des 60 000, 61, 59 000. C'est là où il va falloir être courageux. Parce que oui, nous avons déjà vécu ça. Si on regarde ici, nous sommes en train de vivre ce que nous avons vécu dans cette partie-là, encore une fois. Phase d'hyperaccélération, ici, très bonne nouvelle dans cette partie-là. Très gros FOMO sur BTC, on est en train de marquer un top. On respire, on va faire une deuxième accélération. La seule différence qu'on avait là, c'est qu'on avait pris de la liquidité. Sauf que là, ce n'est pas le cas, on a maintenu le top, ce qui est en même temps normal parce qu'on a beaucoup plus de pression baissière qui sont en train de se faire, et que là on a eu beaucoup d'injections de liquidités, beaucoup d'injections, beaucoup plus que ce qu'on a connu là. Donc forcément on a une phase de respiration et on a la mise en place, je retire tout ça pour vous faire hop, le petit range qui s'est mis en place ici, et dans lequel on est en train de redescendre ici. Et donc globalement nous sommes dans cette phase ici, nous sommes dans cette zone là, dans lequel nous sommes au milieu pour aller retester cette partie-là. Nous sommes en train d'aller retester ce bad range pour pouvoir ensuite structurer une accélération haussière. Et donc forcément, il va falloir être courageux pour acheter ce bad range, parce qu'encore une fois, ici, émotionnellement, on est exactement dans la même chose. On a une confrontation entre les bulls et les bears qui sont en train de s'affronter pour dire, d'un côté, on va redescendre aux 40 000 ou aux 52 000, et d'un autre côté, ceux qui disent, bon, on va casser, on va repartir, casser 74, l'ETF spot Ethereum va nous donner suffisamment d'incentives et d'impulsion pour aller chercher beaucoup plus haut, et donc on a confrontation entre les deux, et ça va être très très fort dans cette partie-là. Globalement, on va subir une chute, si on casse le niveau que l'on a là, on va aller chercher les 60, et quand on ira chercher les 60, à ce moment-là, on aura une pression baissière qui sera forte, et donc émotionnellement, ce sera très compliqué de se dire que les 60 ou les 58 vont tenir, qu'on ne va pas chercher les 52. Et même si on va chercher 52, il faudra à ce moment-là avoir un plan spécifique par rapport à ça. Mais néanmoins, il va falloir être courageux parce que peu de personnes vont tenir. Beaucoup de personnes sont d'ailleurs en train de capituler sur les alts. C'est pour ça qu'on a eu une vague de liquidation qui a été très conséquente. Les personnes sont en train de surréagir par rapport à ce qui est en train de se passer. Et oui, quand on regarde ce qui est en train de se passer ici, c'est vrai que ce n'est pas excessivement bullish. La validation de ça serait une rupture et un retest au niveau des 64. Si on fait une capitulation sur les 64, ça veut dire qu'on va aller chercher bas, et donc ça veut dire qu'on va chercher les 62 dans un premier temps, puis forcément les 60. Encore une fois, ici, on est dans un range, on vient de valider le milieu de range, donc soit il tient, s'il casse, on va en bas de range, ce qui est plutôt classique, et donc là, on prend un maximum de recul par rapport à ce qui est en train de se passer, parce que oui, on voit qu'il y a une faiblesse du cours, ici, c'est la représentation de la totalité des stablecoins, qui se trouvent ici, stablecoins qui sont très importants, c'est la liquidité, et on voit qu'on a un cours qui range, donc très peu de liquidité présente. Donc ça veut dire que ici c'est pas de la prise de profit, donc il n'y a rien, mais on n'a pas d'injection de liquidité. Là, le fait qu'on stagne depuis, alors que BTC est en train de latéraliser, ça veut dire qu'il n'y a pas d'injection de liquidité. C'est pour ça aussi qu'on latéralise. On attend d'un côté l'incertitude du cadre réglementaire, et d'un autre côté, on attend tout simplement d'avoir des inflows qui rentrent, et c'est ce que l'on attend, avoir des inflows qui rentrent. Quand on regarde la volatilité à 7 jours, on voit qu'on est en train d'arriver dans une zone de consolidation de cette volatilité, dans lequel ce que l'on attend, c'est retourner dans ces zones supérieures. Ça veut dire qu'on va avoir de l'inflow, on va avoir de la liquidité pour pouvoir repartir à la hausse. Et actuellement, ce n'est pas le cas, et c'est une des raisons pour lesquelles le cours ne bouge pas. Et c'est pour ça que je vous dis que ça peut prendre encore
quelques jours, quelques semaines, voire même pourquoi pas quelques mois. Rien n'empêche de ne pas avoir un range avec 2 bornes, mais d'avoir une range avec 4 bornes, ça vient encore des oscillations durant tout cet été. Dans tous les cas, l'important, ça va être de se dire, ok, cette consolidation va arriver à une fin, et quand elle arrivera à une fin, il va falloir avoir le courage d'acheter cette fin pour pouvoir se positionner sur la phase d'expansion qui arrivera dans tous les cas. Le cadre réglementaire, oui, est incertain, mais va se simplifier dans les mois qui arrivent. C'est quelque chose qui est certain cette fois-ci, donc on est certain que l'incertitude ne va pas rester. Et c'est peut-être aussi ce à quoi il faut s'accrocher sur le long terme, parce que c'est toujours une phase qui émotionnellement est très compliquée. Et c'est d'ailleurs un petit peu l'idée générale de cette vidéo, c'est de vous rappeler que c'est normal de ressentir ce que vous ressentez, surtout si vous n'avez pas vécu de bear, c'est quelque chose qui est plutôt classique, et c'est quelque chose dans lequel vous allez devoir vous habituer, parce que c'est classique en crypto et dans cet écosystème-là. Et ce sera le mot de la fin, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, si c'est le cas, n'oubliez pas, liker, partager, abonnez-vous, et on se retrouve très vite.